En ce mois de novembre, avec toute la symbolique qu'il porte pour nous, Algériens, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir au Forum d'El Moudjahed M. Niels Anderson. Bienvenue, monsieur, au Forum d'El Moudjahed, et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Anderson, vous n'êtes plus à présenter, mais permettez-moi de revenir très brièvement sur votre parcours exceptionnel. Je peux donner votre date de naissance, c'est permis avec un an. Oui, bien sûr, 1933. Le 14 février. 14 février, exactement. Merci, monsieur Anderson. Donc, vous êtes un fervent défenseur des valeurs universelles et des causes justes. Vous avez été un fervent soutien à notre glorieuse révolution. Vous êtes resté un ami fidèle à l'Algérie, un ami dont on peut s'enorgueillir. 1,5 million de merci à vous, monsieur Anderson. Merci à vous. Et pour tout ce que vous avez fait pour mon pays, vous êtes né en Suisse, de père suédois, de mère française. Vous vivez à Paris, mais vous êtes algérien de cœur. Merci à vous. Donc, monsieur, je vais reprendre ce qu'on dit sur vous. On dit que vous avez eu plusieurs vies, toutes passionnantes. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que ça fait d'avoir plusieurs vies? Oui, c'est une question intéressante, je crois. Finalement, c'est un des chapitres du livre qui s'intitule il y a le droit du sol. C'est l'endroit où l'on est, qui est pour certains pays le seul droit qui compte. Et puis il y a le droit du sang. Dans d'autres législations et d'autres pays, c'est la seule chose qui compte. Et à ces deux droits qui, ni l'un ni l'autre, ne doivent être exclusifs, j'en ajoute un troisième, c'est le droit de l'acquis. Selon les vies, on peut changer de pays, on peut changer de lieu, on peut avoir des liens particuliers avec des peuples. Et tout ça, c'est plusieurs vies. C'est ceci qui crée cette chaleur qu'on peut avoir non seulement avec son peuple auquel on appartient, mais avec les autres peuples. Et je crois que c'est ça, les plusieurs vies, c'est la possibilité d'acquérir cette solidarité, cette fraternité élargie non seulement à son peuple auquel on doit tenir, parce que c'est quand même essentiel, son appartenance initiale, qui est à la fois le sol et le sang, mais aussi le droit de l'acquis, qui est tout ce qu'on apprend et tout ce que m'a appris en particulier le peuple algérien dans les années de sa lutte de libération. Et parmi ces vies, il y a une où vous avez adhéré à la cause algérienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à épouser cette cause? Bon, il y a d'abord une première prise de conscience, c'est la prise de conscience du colonialisme. Effectivement, par Suédois né en Suisse, il n'y avait pas, a priori, j'avais pas de raison très précise d'être informé, savoir, connaître ce qu'était le colonialisme. Ça, c'est donc, si je l'ai appris, c'est la lecture. C'est par l'accès, et je le dis toujours et je le répète, un élément essentiel de cette prise de conscience a été pour moi la lecture d'un journal qui s'appelait alors L'Observateur, qui était l'ancêtre de ce qui viendra ultérieurement le Nouvel Observateur, et qui était un journal de petit format, un peu comme Politis l'est aujourd'hui en France, dans lequel il y avait entre autres Claude Bourdet, qui écrivait beaucoup d'abord pour dénoncer la guerre du Vietnam, enfin la guerre du Vietnam, mais avec la France, bien sûr, avant Dien Bien Phu, et qui dénonçait cette guerre, et puis ensuite qui très vite a aussi dénoncé et condamné la guerre coloniale et la lutte contre la lutte de libération en Algérie. Et ce sont vraiment ce journal et ces articles qui m'ont fait prendre conscience premièrement, et ensuite fait comprendre l'importance qu'il y avait à combattre le colonialisme et à défendre la cause de l'indépendance nationale des peuples et du peuple algérien en particulier. Alors ensuite, il y a le contexte. La guerre d'Algérie, avec la présence de toutes les migrations algériennes qu'il y avait en France, la guerre d'Algérie n'était pas seulement en Algérie, elle était aussi en France. Et donc la Suisse et la France, c'est une frontière commune. Il y a des passages, il y avait des Algériens, enfin de plus en plus, au début peu, mais ensuite beaucoup plus d'Algériens en Suisse. Donc on était territorialement
pas loin. La solidarité avec le Vietnam, par exemple, c'est une guerre, mais c'est une guerre qui se déroule très loin. Enfin, on peut manifester, on est solidaire, bien sûr. Là, avec l'Algérie, on était peut-être pas aux premières lignes du front, mais on était à l'arrière du front. Hein. Donc, la solidarité, à ce moment-là, ça crée le processus non plus d'une solidarité symbolique, de soutien, de solidarité, de manifester, d'écrire, tout ce qu'on veut, mais une solidarité pratiquée, concrète, qui était possible et c'est ce chemin-là auquel j'ai adhéré par position anticolonialiste. Et ensuite, le contact avec les frères. Justement, votre première rencontre avec les révolutionnaires algériens? La première rencontre a été par le livre. On est toujours un peu dans l'écrit. Était par le livre. Il se trouve que, et là, je tiens à souligner le rôle qu'il a joué, aux éditions de Minuit, Jérôme Lindon a un rôle tout à fait particulier. Très vite, il faut le dire, les exactions commises en Algérie, la violence de la guerre coloniale menée par la France a été dénoncée en France. Hein. Là, j'en reviens à Claude Bourdet. En 14 février 1955, il publie un article dans le Nouvel Observateur, à l'époque du Nouvel Observateur, qui s'appelle « Notre Gestapo d'Algérie ». Et c'était à ce moment-là, les hebdomadaires paraissaient le mercredi, le même jour, François Mauriac, dans un bloc-notes, écrit, intitule son bloc-notes « La question ». Donc février 55, c'est très tôt. C'est par des informations reçues par les rappelés, parce que les rappelés sont rappelés en Algérie, font la guerre, et très vite cette guerre utilise les méthodes que l'on sait, parce que si on a utilisé la torture non pas comme une bavure mais comme un système, c'est qu'elle était enseignée à l'école de guerre à Paris. Elle était enseignée officiellement à l'école de guerre comme un moyen de ce qu'on appelait la guerre contre-révolutionnaire qui avait été terrorisée par le colonel Lachois. Donc ça, c'est une première étape et puis ensuite des témoins rappelés on commence à témoigner dans d'autres journaux, puis les revues, les temps modernes, Esprit, témoignages chrétiens, les cahiers témoignages chrétiens. Donc tous ces journaux publiaient révélaient la réalité de cette guerre coloniale, mais ils étaient saisis. Et un journal mort, si on le sait, un journal saisi, c'est un journal mort, et une revue saisie, c'est une revue morte. Il se trouve que le livre n'a pas le même temps. Le livre, on peut le saisir, on peut le rééditer, il est intemporel dans son actualité. Et c'est là où j'en viens à Jérôme Lindon, aux éditions de Minuit, qui est le premier. C'est le premier, et il a eu il faut lui rendre hommage à ce titre-là, a commencé à publier des livres qui allaient jouer, et là, Ali Haroun en est particulièrement conscient, un très grand rôle dans la lutte de libération du peuple algérien pour faire connaître cette réalité de la guerre dans tous ses aspects. Et il a publié en premier le Pour Jamila Bouguered avec Georges Arnaud et Jacques Vergès. Mais ensuite, il a publié, c'est là où je vais en venir à moi-même, il a publié La question d'Henri Alleg. Et là aussi, il faut le dire, sans Lindon, la question d'Henri Alleg n'aurait pas trouvé d'éditeur. Tous les éditeurs l'avaient refusé. Et Lindon a pris sur lui de la publier, c'est le rôle important que ce livre a joué. Pour moi, pour la question d'Alleg, au point de vue international, parce que c'est le torturé lui-même qui a écrit le livre, parce que, etc. Il a joué dans la guerre d'Algérie le rôle qu'a joué dans la guerre du Vietnam, la fameuse photo de Nick Up, où on voit des jeunes enfants qui courent sur une route brûlés au napalm. Cette photo-là a symbolisé contre la guerre du Vietnam énormément de mobilisés. Le livre d'Alleg, c'est ça. Donc Lindon le publie et encore une fois, ce livre qui autrement n'aurait pas trouvé d'éditeur.
sans lui. Et il est saisi. C'est le premier livre qui est saisi pendant la guerre. Il y en aura une trentaine après, donc, mais c'est le premier qui est saisi. Et c'est un événement parce qu'il n'y a pas eu de saisie en France depuis le 19e siècle, sauf sous l'occupation allemande, pour de livres des saisies politiques, sauf depuis le 19e, sauf sous l'occupation allemande. Donc ça fait un événement. Et Jérôme Lindon m'a dit est-ce que vous voyez une possibilité que ce livre soit réédité en Suisse? Pour deux raisons. Un, il faut montrer au gouvernement français qu'il peut saisir un livre, mais que ce livre va apparaître, qu'il existe toujours et qu'on ne peut pas faire taire l'écrit. Et deuxièmement, pendant l'occupation allemande, il avait été réédité un bon nombre. Souvent, des livres clandestins en France étaient édités en Suisse officiellement. Il y avait donc une symbolique de la Suisse comme un lieu où il y avait eu 10 ans avant, parce que 10-12 ans avant, la Deuxième Guerre mondiale était hier à ce moment-là, rappeler cette symbolique de la Suisse comme un lieu où des livres interdits étaient réédités. Et donc, je lui ai tout de suite dit oui, sans savoir quel éditeur, etc. Et finalement, je me suis dit, je ne vais pas contacter des éditeurs, ils vont me dire oui, ils vont me dire non, ils vont ébruiter l'idée que ce livre allait être réédité, etc. Je me suis dit, j'édite moi-même. Alors, je lui demande un peu d'argent à ma mère, parce qu'il fallait trouver un peu d'argent pour l'imprimeur, quand même. Et donc, j'ai édité la question. Et à partir de là, il y a eu d'autres livres édités, dont La Pacification, où Aviard, on a beaucoup travaillé avec, on a travaillé avec Aléron. Mais c'est le premier livre. Et dans la foulée de l'édition de la question, j'ai été contacté d'abord par Louis Aurand, qui était un des responsables du mouvement Jeune Résistance, qui m'a demandé si, au-delà du livre, je ne voulais pas aider le mouvement Jeune Résistance, qui était les insoumis français qui refusaient de faire cette guerre. Et puis, dans les jours qui suivent, j'ai été contacté par Robert Davzy, alors qu'il, lui, venait plus directement me contacter finalement dans les réseaux, pour le réseau Janson, c'était encore le réseau Janson à ce moment-là, qui n'était pas encore arrêté, et un peu la Fédération de France, si au-delà du livre, j'étais d'accord. Et là, on peut être éditeur, hein. C'est-à-dire on édite des choses et s'en tenir là, c'est pas ma conception. C'est pas ma conception. Si on publie quelque chose, c'est qu'on y adhère. Et donc, pour moi, il était évident, lorsque Aurand pour Jeune Résistance, ou Robert Davzy pour la Fédération de France, ou les réseaux de soutien au FLN m'ont contacté et qui m'ont demandé si, au-delà du livre, ça allait de soi. C'était absolument évident et naturel. Donc, j'ai dit, comme pour le livre, je leur ai dit oui. Voilà Merci, M. Anderson. L'engrenage. Monsieur Anderson, vous dites que si la prison est l'université des révolutionnaires, la vôtre, c'est votre engagement. Pardon ? Vous dites dans votre livre que si la prison est l'université des révolutionnaires, la vôtre, c'est votre engagement. C'est exact. Finalement, c'est mon université. Hein. C'est à travers, en fait, rien ne me prédestinait, ni familial, ni de vie sociale, ni rien du tout ne me prédestinait à être dans ce... Ce sont des choix. On fait des choix. Hein, et lorsqu'on fait des choix, il y a une fidélité au choix, il y a une rigueur par rapport au choix, et c'est cette fidélité. Et finalement, effectivement, c'est dans la suite de ces contacts que je vais énumérer maintenant, avec les Algériens, avec les Français qui refusaient la guerre d'Algérie et tout ça, que ça a été mon école. C'était mon école, c'est à travers ça que je me suis formé. Je crois que si j'avais été en prison, ça aurait été mon université. J'ai été arrêté, mais je n'ai pas été en prison. Donc ça n'a pas été, mon université a vraiment été, disons, l'action militante, et tous les Algériens et tous les Africains et tous les militants que j'ai pu rencontrer, européens, dans ma vie. C'était mon école et ma formation, c'est exact. Merci. Dans votre dernier livre, vous parlez du déclin de l'Occident. Est-ce qu'il a eu lieu ? Le déclin de l'Occident est en cours. Il est en cours, mais c'est un processus lent. Hein. Quand je parle de déclin, vous savez, le déclin peut durer encore 3-4 siècles. Hein. C'est pas une chose qui est achevée. Mais il est évident que
déjà après la Première Guerre mondiale, l'influence de l'Europe n'était plus l'unique centre du monde. Les États-Unis étaient apparus. Il y a même à la conférence de Paris, il y avait le Japon, même si le Japon n'était pas ce qu'il était. Enfin, l'Europe n'était plus seule. Hein. Le temps des conquistadors et surtout, je dirais, de la conférence de Berlin 1885, où un Européen met le pied, ça lui appartient, c'est fini. Hein. Déjà, cette époque-là. Mais enfin, c'est une amorce de déclin. Après la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation a incontestablement porté des coups à la totale hégémonie. Alors il y a naturellement le poids des États-Unis par ailleurs au niveau mondial, mais l'Europe elle-même, et en partie l'Occident, est quand même dans un processus, elle est affaiblie. La décolonisation l'affaiblit. Même si, ça ce sera peut-être un autre débat à faire, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'intensité de la répression qui a été menée contre les mouvements coloniaux dans le monde entier. Elle est on n'en a même pas, disons, avoir vécu la période, on n'a pas suffisamment compris l'intensité de la répression qui a eu lieu de 50 à 80 et 90 dans tout. Alors, il y a la victoire de la révolution algérienne, bien sûr, de l'indépendance algérienne. Il y a la victoire des Vietnamiens et qui abattent la plus forte armée du monde. Il y a l'apartheid qui disparaît en Afrique du Sud. C'est des victoires essentielles et importantes. Mais au fond, il y a un historien français qui a écrit, je lisais, qui est aux études, et qui a dit c'est en étudiant l'année 1990 que j'ai compris que le tiers-monde a été vaincu avant l'Union soviétique. Le tiers-monde en tant que tel, en tant que force, c'est pas vrai. Il était affaibli par la répression, par les éliminations physiques, que ce soit de Cabral, de Lumumba, de Ben Midi, de tout, et par l'élimination de Che Guevara, par l'élimination, par le coup d'État en Indonésie, par tout ça. Alors effectivement, il y a des points de victoire importants, l'Algérie, le Vietnam ou l'apartheid, mais globalement, le néocolonialisme est installé, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu, la victoire n'a pas été aussi large que possible, elle a été importante, mais aussi là. Mais il y a quand même affaiblissement de l'Occident pendant cette période-là. Il n'est plus aussi fort avant. Il a perdu les colonies sous la forme classique, sont territoriales, sont finies. Il y a quand même un affaiblissement. Et je crois qu'aujourd'hui, la mondialisation qu'il a créée lui-même, on voit très bien que les rapports de force globaux dans le monde changent et que le poids de l'Occident, et en particulier l'Europe, n'est plus le même qu'avant. Hein, même si l'Europe pèse encore très lourd, et actuellement, on peut dire qu'on est entré dans un cycle avec la mondialisation, non plus de colonisation du tiers-monde, mais de colonisation mondiale. Et aujourd'hui, le gouvernement français n'a pas l'autonomie et le pouvoir qu'il avait il y a 20 ans ou 30 ans. C'est pas vrai. Hein. Il va chercher de l'argent au Qatar pour financer... bon, c'est ça. Ce n'est plus l'Occident qu'il y avait avant. Alors, c'est un processus, mais un processus très lent. Hein. C'est une impulsion très lente. Les États-Unis, aussi forts soient-ils, on voit qu'ils ne sont plus aussi forts qu'ils furent à un moment donné, absolument, où il suffisait de mettre le doigt là et la chose était décidée, comme les Européens le faisaient au XIXe siècle. Hein. On n'est plus dans ça. Ça ne veut pas dire que ce processus est achevé. Il est vraiment dans un cours sur plusieurs siècles, parce qu'il y a eu 5 siècles de domination depuis les conquistadors coloniales et impériales et tout ce qu'on veut. Ça ne peut pas disparaître en 20 ans. Surtout que c'est dans les têtes, c'est pas seulement dans les faits. Hein. Donc je crois que c'est ce processus-là que j'entends. Mais aujourd'hui, l'Europe n'est plus dans la situation de puissance, et en particulier l'Europe et le monde occidental en général, dans une puissance absolue et hégémonique qu'elle a connue. C'est plus. Alors, le temps que prendra le déclin, c'est comme Rome, ça met un temps, mais c'est ça. Et ce déclin se dénote par autre chose, qui est une comparaison évidente avec l'Algérie. Le déclin est aussi dans la société occidentale et européenne par le vieillissement des populations. Hein?
On disait tout à l'heure, hein, on fait des choses à 23 ans, on ne les fait plus après. Mais quand un peuple a 25 ans ou 26 ans ou 27 ans de moyenne d'âge, ou que comme le peuple français ou allemand ont 40 ans de moyenne d'âge, ce n'est pas la même chose. Hein. Il y a un vieillissement. Et ce vieillissement est aussi un signe d'absence de vitalité, de peur. On voit très bien que l'Europe a peur. La peur est du reste un élément maintenant même de domination politique, d'influence politique en Europe. Hein. La peur des gens est utilisée pour... mais en même temps, plus profondément, c'est pas seulement ce vieillissement est un signe aussi de déclin par la force des choses, parce qu'un peuple qui a 40 ans de moyenne d'âge n'a pas la vitalité, n'a pas le dynamisme, n'a pas ça ne veut pas dire que même s'il vit mieux, même s'il a plus d'argent, même si c'est pas ça sa force. Donc tout ça sort des signes. Ces signes s'ajoutent les uns aux autres. Voilà. Merci, M. Anderson. On prend des questions. Montassar, Montassar. Vous allez avoir le micro. Bonsoir. Et merci, M. Anderson. Toujours égal à lui-même. Il y a quelques jours, j'ai lu votre article sur le Sahara occidental, un crime marocain et une honte européenne. Donc je vois que vous n'avez pas bougé vers le bas, vous êtes toujours sur le même combat, sur ces fronts. Sur la police, un dossier que vous avez déposé, je crois, il y a plus de 10 ans en France, concernant l'opération homicide, sur l'assassinat du professeur Georges Larabèche de l'Université de Liège. Alors je ne sais pas s'il y a des suites. Je crois que vous avez même intenté, j'ai vu ça sur les violations, un procès. L'assassinat de Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr, pardon. Je m'excuse. M'excusez pas, bien. Bon, écoutez, effectivement, c'est un fait qui est trop oublié parce que c'est un fait grave. On sait que il y a eu la main rouge au Maroc, en Algérie et en Tunisie, qui était finalement un mouvement des ultra-colonialistes dans ces pays-là. Ensuite, effectivement, le gouvernement français a récupéré ce nom de main rouge pour semer un peu la confusion. Et très officiellement, la main rouge, c'était les services du SDEC à Paris, les services de l'État français. Melnik, qui en était un des organisateurs avec les services secrets français, avait son bureau à côté de Michel Debré. C'était pas un service éloigné, il était directement sous les ordres de Michel Debré. Et ils ont pratiqué l'élimination physique, alors l'assassinat homo, comme on disait, individuel, personnel, notamment contre les Algériens, beaucoup d'Algériens, on le sait. Aussi contre des trafiquants d'armes, Léopold et autres, voilà. Et ils ont fait plusieurs attentats. Ils ont fait des attentats en Allemagne contre qui avaient les mains arrachées, et en Belgique, ils ont fait aussi contre des Algériens. Et puis ils ont effectivement fait un attentat contre le professeur Laperche et notre professeur, le professeur Le Grève. Hein. Cet attentat a été commis à partir d'un livre qui avait été publié alors, après la question, publié d'autres livres concernant la guerre d'Algérie, la question a été le premier, et un de ces livres a été la pacification, dont Ali Haroun est parfaitement au courant, puisqu'on a intensément travaillé sur ce livre, et vraiment avec attention. Et je tiens à le préciser, quand le livre m'avait été proposé, c'était un livre qui était conçu et rédigé par la Fédération de France, qui faisait finalement la globalité qui traitait de la globalité des moyens de guerre utilisés en Algérie
par l'armée française, en Algérie et en France. C'est-à-dire la torture, bien sûr, le premier, mais aussi les camps de regroupement, les corvées de bois, les terres brûlées, le napalm, tous les moyens de guerre qui avaient été utilisés par l'armée française en Algérie. Donc c'était une globalité, une synthèse de ces cas par des exemples. Et quand j'avais été contacté pour publier ce livre, auquel j'ai dit oui tout de suite, mais j'avais dit une chose est essentielle. Il faut veiller absolument à ce que tous les faits soient vérifiés et ne puissent pas être contestés. Parce que si dans un livre on publie, c'était en 61 que le livre est paru, un fait contestable, eh bien on va contester Jamil Abou Ired, on va contester Zora Drif, on va contester Henri Alleg, on va contester le tout. Hein. Donc attention, et là je dois dire que le travail est admirablement fait, il n'y a jamais eu la moindre contestation sur un des seuls faits, y compris celui qui est pour la première fois révélé dans le livre, que Le Pen était un tortionnaire. Même si Le Pen le conteste lui-même, ça n'a pas de valeur. Et donc, ce livre est publié et, contrairement à souvent les témoignages, c'était de petits livres. Parce que Alex, c'est un petit livre, La Gangrène, c'est un petit livre, Zora Drif, c'est encore un plus petit livre. Bon, c'était des petits livres. Là, c'était la somme et c'était un livre qui avait une épaisseur. Et donc, pouvant être utilisé pour un attentat. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont acheté à Genève, du reste, des exemplaires, ils ont évidé le livre, ils ont mis de la grenaille et le détonateur, et quand on ouvrait, et ils l'ont envoyé à La Perche et à Le Grève. On m'a dit qu'il y avait une troisième personne, mais je n'ai jamais su s'il y avait un troisième exemplaire. On m'avait toujours dit, la police m'avait dit qu'il y avait 3 exemplaires. Je ne sais pas qui était le troisième. Donc, et le professeur Laperche, lui, reçoit son livre, l'ouvre et est tué, et son fils blessé, la maison l'explosion est fatale. Et ce qui prévient ensuite, le Grève n'ouvrira pas son livre parce que voilà, et il y aura que Laperche qui sera tué. Alors, lorsque un jour, ce qui était coutumier, j'étais convoqué régulièrement à la police, parce que la police, voilà, la routine, bon, enfin, mais un policier, le policier que j'avais l'habitude, qui était, disons, mon policier traitant, sonne chez moi et vient à la maison. Et il commence à m'interroger sur la pacification et des questions qu'il a ou voulait diffuser. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'en Suisse on envisage d'interdire un livre? Peut-être, pour une fois, il n'y a pas eu d'interdiction jamais, non, mais enfin ça peut venir sur la pression. Donc, bon. Et à la fin de l'entretien, enfin, pourquoi ces questions? Pourquoi il m'a dit, vous le verrez demain dans la presse. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'Internet comme on a aujourd'hui, les informations, c'était toujours le lendemain. Donc le lendemain, j'apprends l'attentat et l'assassinat de Le Grève, de La Perche, et à ce moment-là, je reprends contact avec le policier. Le livre venait d'être édité, venait d'être mis en librairie. Il n'y a pas encore un grand nombre d'exemplaires qui ont circulé. Je vous donne toutes les informations quelle librairie il y en a, parce que forcément le livre a été acheté en Suisse en premier lieu, et c'est vrai. Melnick confirme qu'il était acheté à Genève. À part ça, Melnick mélange les attentats, il dit qu'il a servi à Issou. C'est pas vrai, il a servi à La Perche. Il croise les attentats. Est-ce que c'est mauvaise mémoire ou est-ce que c'est le classique de l'agent qui mélange les choses pour mélanger les choses parce que c'est le métier qui veut ça? Bon, je dis à la police, écoutez, s'il y a besoin d'éléments concrets pour avoir des pistes ou lui remonter des pistes,
personne n'est jamais venu me demander quoi que ce soit sur l'assassinat de la Perche. Parce qu'en fait, il était évident pour la police suisse, comme pour la police belge, qui était le commanditaire du crime et qui l'avait fait. C'était évident. Et il n'allait pas remonter les services du SDEC et mener une enquête. Donc voilà, les éléments que j'ai, je ne sais pas si du côté de la Fédération de France il y en a plus, moi, les choses ont été là, mais plusieurs fois j'ai essayé, je sais qu'en Belgique on en parle un peu, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est quand même, c'est le seul européen qui a été assassiné directement par les services français et volontairement, et c'est reconnu et avoué, du reste maintenant, c'est pas nié. C'est quand même un fait extrêmement grave dans une guerre d'utiliser ces moyens, y contre les Algériens comme contre la Perche, enfin, exactement. Parce que c'est le fameux terrorisme qu'il reproche, qu'il critique et qu'il reproche aujourd'hui, eh bien ce sont des actes terroristes. Point. Et de terrorisme d'État. Point. Première question porte sur votre article sur le Sahara occidental. Vous avez posé la question. Oui, Sahara occidental, oui, bon, c'est une question, oui, effectivement, parce qu'il y a eu, il y a une semaine, ce week-end d'avant, il y avait à Paris une réunion importante organisée par le parti sahraoui international pour faire connaître encore sa cause et qui est vraiment, si on tient compte de toutes les décisions de l'ONU et résolutions de l'ONU qui proclament les droits du peuple sahraoui et qui, même plus loin, la Cour internationale de justice reconnaît, la légitimité du peuple sahraoui à être sur cette terre comme historiquement sa terre, puisqu'il y a une population antérieure sahraoui qui légitime sa présence. Et donc, dans le cadre de cette parallèlement à l'organisation de cette conférence, sur mon blog, j'ai fait un article pour défendre cette cause, en rappelant à l'opinion suisse, aux lecteurs du blog, cette cause qui est quand même essentielle d'atteinte au droit et au droit international, enfin de négation du droit international, de ne pas reconnaître les droits du peuple sahraoui. Comme demain, il faut faire quelque chose aussi concernant les Comoriens, où là on a la même situation, où des résolutions de l'ONU reconnaissent l'entité des Comores, etc., et où la France réussit à faire de l'île des Comores un département français dans une terre que l'ONU déclare comme un droit qui est relevant du droit à l'indépendance et à l'autodétermination. Donc là, on a des violations du droit qui rejoignent celle de la Palestine, qui rejoignent celle politique. On célèbre le centenaire. Voilà. Et la cause sahraoui qui doit être défendue parce qu'elle est dans une situation difficile. Hein. C'est un peu ce qu'on disait, s'il y a eu des avancées très fortes du mouvement de libération à un moment donné, actuellement on n'est pas dans une période où les droits nationaux et les droits des peuples sont en une situation favorable, et c'est une raison d'autant plus de les défendre. Merci. Hamoudi, oui. Moi j'ai lu votre livre, je voudrais un peu revenir sur votre séjour en Albanie. Vous avez vécu en Albanie. Oui. Vous avez vécu entre 67 et 72 en Albanie, et vous laissez un peu. Vous avez vécu par rapport à ce pays. Vous évoquez beaucoup l'attachement à l'indépendance, une sorte d'identité, etc. Mais là, l'Albanie, depuis qu'il y a eu l'écoulement du régime communiste, on va tout à fait autre chose. Comment vous expliquez justement l'écoulement des idéaux dans ce genre de... On passe d'une situation très intéressante, maintenant l'Albanie, on a beaucoup plus de papiers, de l'urgence. Oui, bien sûr. Comment vous expliquez? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord une chose, parce que je tiens, il y a chez moi, entre le fait de la solidarité avec le peuple algérien, puis avec les Angolais ou le parti Savoie du Niger, enfin les organisations avec lesquelles j'ai été en contact, avec la décolonisation générale. Ensuite, il y a eu, on sait qu'il y a eu les questions idéologiques entre l'Union soviétique et la Chine. Quand j'ai eu connaissance
des textes chinois, et on sait que ces textes rejoignaient effectivement la défense du tiers-monde. Au contraire, souvent de la position soviétique et celle du PCF également. Il y avait un engagement très fort pour le tiers-monde. Donc ça rejoignait un petit peu l'engagement pris. Donc très rapidement, un jour, un libraire suisse m'apprend, écoute, voilà, on a reçu une instruction de Paris, des éditions sociales et de Moscou, de détruire tous les textes chinois édités qu'on a dans le stock, qui a été édité par les sociales, ou édité par Pékin, ou édité par Moscou, de les détruire. Il me semble inconcevable qu'on empêche l'accès à le connaître, simplement connaître, dont j'ignorais tout à ce moment-là. Donc de là, je vais éditer des textes chinois, un peu comme éditer d'autres textes. Il y a un processus et je suis expulsé de Suisse parce que, étant étranger, né en Suisse, il y a très longtemps qu'on m'avertissait, je n'ai pas été surpris de la décision. Il y a longtemps qu'on me disait, écoutez, vous allez arrêter, mais le choix, on va pas dire aux Algériens d'abord, aux Africains ensuite et aux autres, écoutez, peut-être je risque d'être expulsé, alors je vais peut-être arrêter de faire ça. Non, c'est pas possible. On est solidaire ou on l'est pas. Donc l'expulsion était une chose inscrite dans les faits, elle s'est produite à un moment donné, et je suis parti. Et je suis parti pour la Suède, chercher du travail. Mais enfin, la Suède, je ne connaissais pas la langue, c'était mon pays, j'y avais jamais vécu, c'était mon père qui était suédois. Donc c'était pas si simple de réinstaller. Et dans ce délai-là, les Albanais me disent qu'il y avait des grands besoins du côté de la rédaction des livres, etc. Ils n'avaient pas les moyens qu'avait la Chine, qui avait d'énormes moyens. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main pendant 2 ans? Je dis oui. Donc c'est pour ça que j'ai l'expérience. Alors, pourquoi j'ai dit oui? Parce que j'avais été une fois en Albanie, finalement l'Albanie c'est la Méditerranée. Hein. C'était compréhensible pour moi. La Chine c'était un monde incompréhensible. Ça, je ne serais jamais allé, parce qu'il faut 30 ans, 40 ans pour pénétrer le pays. L'Albanie, 2 millions d'habitants, la Méditerranée, on se promène le dimanche soir, le samedi soir sur l'allée comme ailleurs. Il y a le chapelet dans les mains, enfin, c'est compréhensible. Je dis pourquoi pas. Mais aussi parce que ça rejoignait une autre chose. C'était finalement l'Albanie, c'est aussi d'abord une lutte de libération. Hein. Le 39-45 pour eux, c'était une libération contre le nazisme et contre l'occupant italien puis allemand, mais c'est une lutte de libération qui a été dirigée par les communistes. Voilà, les communistes sont en direction, donc le pouvoir devient communiste au bout. Mais pour les gens, c'est d'abord une lutte de libération. C'est ce pays qui n'a en fait jamais été indépendant avant, depuis l'occupation ottomane, et puis ensuite un statut hybride, et puis la dictature du roi Zog, et puis l'occupation allemande, l'occupation italienne, puis allemande. Bon. En fait, dans son histoire, il n'a jamais été indépendant. Mais il y a une aspiration forte à l'indépendance. Et donc, j'ai retrouvé ça qui était finalement dans la logique. Pour moi, c'est par rapport à la lutte de ce côté-là de la libération du peuple algérien, c'était la même démarche, la même logique, le même sentiment chez les gens. Donc, c'était très intelligible. Et bon... Les problèmes de l'édification du socialisme ou les problèmes de l'édification d'un État, quel qu'il soit, on sait, c'est pour tous les États la même chose. Il est plus facile de libérer un État que de le construire après. Les problèmes sont beaucoup plus complexes, les antagonismes, l'unité qui peut exister dans la lutte n'est plus la même unité après, donc les problèmes de réalisation ou du socialisme ou autre, ça on peut en parler, mais c'est très complexe. Il reste aujourd'hui qu'il y avait alors c'est un pays aujourd'hui qui a basculé effectivement dans la mafia, dans la corruption, etc. Et
ou les valeurs, qui ont été des valeurs, qualité d'éducation, qualité de formation, des tas de qualités ont été balayées. Et là, ça pose un autre problème, qui est aussi pour tous les pays, je crois, c'est le passage des générations. Le problème du passage des générations, la génération qui fait la révolution, elle est une génération, mais la génération d'après ne peut plus être la même, parce qu'elle vit dans d'autres conditions, parce que les choses changent, parce que la révolution elle-même apporte des changements qui font que les jeunes naissent dans d'autres conditions. Et c'est extrêmement difficile à la fois à être la génération de la révolution et comprendre la suivante, et la suivante à comprendre celle de la révolution ou d'après. Et ça, c'est disons, l'échec de cette liquéfaction qui s'est produite en Albanie après la chute socialiste, indépendamment du socialisme. Ça, le socialisme est une chose, ça c'est un problème qui est un problème majeur à résoudre pour tous les pays, c'est le problème du passage des générations. C'est transmettre les valeurs en même temps sans être finalement ringard avec les valeurs et dogmatique avec les valeurs, on pourra en parler parce que c'est un vrai sujet pour tous les États, quels qu'ils soient, quels que soient les régimes. C'est une chose difficile et complexe et qui est une vraie question, question pertinente. Merci, monsieur Anderson. Oui, monsieur. Donc l'Algérie dans votre cœur. Donc en tant que jeune, j'aimerais bien savoir est-ce que vous avez gardé des liens avec l'Algérie après son indépendance, parce que vous avez été reçu, on vous a confié des tâches par du premier gouvernement bien sûr, et je vous remercie beaucoup. Oui. Alors là, je vais être très franc, je vais vous dire comment les choses se sont passées. Pendant la lutte de libération, que ce soit l'édition, que ce soit le travail, disons, de réseau, etc. On en a parlé tout à l'heure, la réimpression du Moudjahid en Suisse à l'intention des militants algériens en France, tout ça, c'est ça. Arrive l'indépendance, je viens en Algérie, je suis en Algérie, etc. Il y a, vous le savez, il y a eu beaucoup de Français qui sont venus à ce moment-là pour apporter leur aide technique, professionnelle, dans tous les domaines, ça c'était très important. Et puis aussi ce que l'on a appelé les pieds rouges. Je ne suis pas seul, j'en sens la même chose, sur l'autre. Nous n'avons pas été pieds rouges et nous n'avons pas voulu l'être. Parce que l'Algérie est devenue indépendante, c'est une question des Algériens. Et en plus, tous les textes, et je comprends encore mieux aujourd'hui qu'hier, tous les textes depuis la proclamation du 1er novembre 1954, la charte de la Soumam, enfin tous les textes fondamentaux qui suivent la révolution algérienne et la lecture de sa presse, du Moudjahid et autres, c'est une révolution nationale. L'objectif, c'est l'indépendance nationale. Et c'est ce ciment-là d'un peuple qui est musulman, de langue arabe berbère, mais c'est son indépendance, c'est ça. La révolution socialiste, faire de l'Algérie indépendante, dans l'Algérie indépendante, une révolution socialiste, les conditions n'étaient pas remplies, les conditions n'étaient pas là, et ça n'avait pas été l'objectif même de la révolution, elle n'avait pas fixé, même si le mot socialisme était utilisé parce que le socialisme africain, etc., et c'était à l'époque normal, tout le monde parlait de socialisme, c'est une chose. Fondamentalement, l'objectif de la révolution n'avait pas été d'être une révolution socialiste. Donc, mon argument, que j'ai dit alors, le redis dans le livre, mais j'ai dit alors, c'est on ne va pas aller faire la révolution chez les autres quand on n'est pas capable de la faire chez soi. C'est ça. Donc,
Donc, de ce côté-là, pas d'équivoque. Je ne critique pas les pieds rouges, mais leur déception ensuite, quand les choses se sont terminées comme elles sont terminées, c'est eux-mêmes qui se sont leurrés, c'est pas les Algériens. Les Algériens n'ont jamais menti sur le caractère de la révolution. Hein. C'est l'interprétation que certains ont pu en faire. Ils se sont leurrés eux-mêmes. Donc voilà la premier point. Ensuite, alors il y a une anecdote qui explique très franchement quelle était ma position. Juste après l'indépendance, Vergès devient directeur de Révolution africaine. Bon, on connaissait Vergès, on a eu des contacts avec, il me demande, Lausanne avait, pour les Algériens, il y avait beaucoup d'Algériens, il y avait ça, il me dit, est-ce que tu serais d'accord de t'occuper d'un bureau en Suisse, à Lausanne, de Révolution africaine? Oui, bien sûr, d'accord, on a collaboré comme ça. Et puis, la question intérieure de l'Algérie et la question intérieure de l'Algérie, Vergès, les problèmes, les changements, etc. Vergès a été écarté et Mohamed Arbi le remplace. Bon, Mohamed Arbi me prend contact et me dit, est-ce que tu viens à Paris? Parce que je vais t'expliquer mon plan, mon travail, etc. Je vais à Paris et il m'explique. Je lui dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec Vergès, Arbi, à toi ou Vergès. L'Algérie est indépendante. Je peux penser, je pense, comme je pense du gouvernement français ou je pense du gouvernement algérien, tout ça, en toute liberté, mais je n'entre pas, mon problème n'est pas d'entrer dans les divisions et les problèmes intérieurs de l'Algérie. On a fait la lutte des libérations ensemble, on reste frères, mais je ne veux pas, je ne rentre pas dans ces institutions-là et je ne reste pas responsable du bureau algérien. Ce n'est pas un soutien à Vergès, ni quelque chose contre toi, mais c'est une attitude de principe. L'Algérie est indépendante, c'est aux Algériens à mener leur politique, etc. Et moi si j'ai à me battre, j'étais à ce moment-là en Suisse, c'est contre le gouvernement suisse, si je veux me battre, ou aujourd'hui que je suis en France, quand je vais en français. Hein, et je dénonce les politiques liberticides qui mènent actuellement avec ces réformes de lois terroristes dans la Constitution. C'est ça, hein, mais on se bat où on est. Hein, et la même chose qu'on ne s'implante pas ailleurs comme ça. Hein, le révolutionnaire professionnel, ça n'existe pas. Hein. Je dirais même le révolutionnaire n'existe pas, c'est la situation qui est révolutionnaire. Hein. On peut se proclamer révolutionnaire, s'il n'y a pas de situation révolutionnaire, ça ne signifie rien. Donc voilà était ma position constante. Ça n'empêche pas que je peux avoir mon jugement sur le gouvernement algérien et sur les autorités algériennes et tout, ça c'est sûr, hein, parce que c'est normal. Mais il n'y a pas, je refuse toute immixtion de prise de position à l'intérieur du régime algérien. Justement, M. Anderson, en 2013, vous avez été décoré de la médaille Achir de l'ordre du mérite national. Vaut mieux tard que jamais. Vous savez... Quel sentiment vous avez? Non, mais non, je crois, je dirais tout de suite une chose. On n'a pas fait ça pour les médailles. Hein, on n'a pas fait ça... Hein, je termine juste, je dirais une chose, et je pense que, en ce qui me concerne, j'ai reçu tout ce que je peux recevoir en retour de la part des Algériens. Ça, donc pour moi, il n'y a pas besoin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aidé l'Algérie et qui n'ont jamais eu ensuite de contact. Mais ce n'est pas la faute des Algériens. C'est que les militants algériens, quand un Français les aidait, le transportait, les Algériens ne connaissaient pas le nom du Français comme les Français ne connaissaient pas le nom de l'Algérien, hein, c'est sûr, hein, etc. Mais je pense que les Français eux-mêmes, qui étaient des responsables, souvent, au lieu de dire oui, moi vous me connaissez, vos amis algériens, on est invité en Algérie, etc., souvent ils auraient dit, vous savez, mais il y a celui-là aussi invité, il y a celui-là à faire connaître, il y a celui-là à remercier. Et ça, ce n'est pas les Algériens qui en sont responsables, c'est les Français eux-mêmes. Je connais beaucoup de gens en Suisse et en France moi, j'ai pas, encore une fois, on ne l'a pas demandé, mais moi, on m'a remercié au-delà de ce qui était nécessaire. Merci. Monsieur le ministre, vous voulez intervenir? Monsieur Aliara, vous voulez intervenir?
Merci. Pour la parole, je ne l'ai pas demandé, mais je l'avance quand même. D'abord, je voudrais dire à la salle que nous avons pas seulement le plaisir mais l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous Nils Andersson, qui est un monsieur qui ne connaissait pas l'Algérie, n'avait aucun contact avec l'Algérie et qui, conscient de la juste cause des Algériens pendant la guerre, s'est engagé au point d'y sacrifier pratiquement toute sa carrière, puisqu'il n'a pas osé le dire publiquement pour avoir publié les ouvrages interdits, publiés à Lausanne, tout ce que le gouvernement colonialiste de la 4e République française avait interdit. Eh bien, à cause de cela, eh bien, à moins que je me trompe, il va me corriger, il a été contraint d'abandonner sa maison d'édition, il a été contraint de quitter la Suisse, et il a été contraint de rejoindre d'autres pays, et quittant la Suisse, il ne pouvait pas aller se réfugier en France, puisque justement c'est le gouvernement colonial qui avait été la cause lointaine ou initiale de son expulsion de Suisse. Elles étaient interdites en France. Et ensuite interdit en France. Donc nous avons la chance d'avoir là, à cette table, à cette estrade, un grand monsieur, un grand ami de l'Algérie, et oui, Nils, tu avais dit tout à l'heure quel était ton comportement après l'indépendance. Il a été aussi celui de beaucoup de nos amis. Janson avait dit la même chose, l'abbé d'Asie avait dit la même chose. Nous avons aidé les Algériens pour faire leur guerre d'indépendance. Aujourd'hui, les problèmes sont algéro-algériens. Il ne nous appartient pas à nous, Suisses, Français, Suédois ou autres, à nous, mais nous respectons ce que les Algériens décident. Il est évident que, en ce qui nous concerne, les amis personnels, nous n'avons pas eu le plaisir, Nils, de te recevoir en 1962. Nous aurions voulu, en 62 ou 63, faire la séance qui est tenue aujourd'hui. Nous l'aurions fait avec éclat, nous l'aurions fait avec nombre de participants. Depuis 60 ans après, tous ceux qui t'ont connu ne sont plus de ce monde. Et aussi, les circonstances ont fait que nous ne pouvions pas le faire. Aujourd'hui, 60 ans après, tu es parmi nous, pas devant une grande assistance, hélas, mais de qualité, et mieux vaut tard que jamais. Il est heureux que nous ayons pu le faire de notre vie, au cours de notre existence, pour recevoir ici et vous dire combien nous, Algériens, qui t'avons connus pendant des moments difficiles, nous sommes reconnaissants à ton comportement, à tout ce que tu as donné pour ce pays que tu ne connaissais pas, mais que tu as aimé de tout cœur, parce que tu es l'homme qui défend les causes justes. Et la cause de l'Algérie, à l'époque, était une cause juste. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci. Oui, Montassar. Permettez-moi, vous avez parlé de l'opération homicide. C'était des milliers de crimes commis par la France coloniale, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, c'est-à-dire crimes très graves qui ne sont pas prescriptibles. Comment voyez-vous cet esprit d'impunité qui règne jusqu'à aujourd'hui? On a vu les tribunaux pour la Yougoslavie, pour le Rwanda, etc. Et qu'en est-il pour les crimes de colonie française? Y a-t-il un espoir? Parce que beaucoup d'Algériens espèrent des politiques
lutte, pour qui dénoie, pour la criminalisation du colonialisme, pour qui paye justement ces crimes qui ne sont pas prescriptibles par le droit international. Merci. Là, la France enfin, du côté du pouvoir, la France et beaucoup de Français continuent à vivre dans le déni. On est toujours dans le déni. Aujourd'hui, on est finalement, il se lève plus de stèles en faveur des anciens de l'OAS qu'on ne célèbre, je ne dis pas qu'on est la question du 17 octobre, etc. On piétine, on n'avance pas. Hein. Le contexte de la guerre d'Algérie, il y a un point sur lequel la torture. Mais la torture parce que c'est moralement condamnable, et puis on peut dire que c'est des bavures. Ce ne sont pas je l'ai dit, ce ne sont pas des bavures, puisqu'elles étaient érigées en système enseigné à l'école de guerre. Ce n'est pas des bavures, c'était une méthode de guerre voulue, organisée. Mais sur l'ensemble de la guerre d'Algérie, on est dans le déni. L'opinion publique française, il reste un clivage. Et aujourd'hui, dans ce qu'on voit à travers le contexte international qu'il y a actuellement, il y a un retour dans un pays comme la France, et plus généralement, on le constate dans l'Europe même, un retour de l'idéologie coloniale, de l'idéologie raciste. Il faut être clair là-dessus, il n'y a pas de doute. Des amis algériens en France sentent cette pression sur eux, dans leur environnement, dans tout ça, dans les rapports qu'ils peuvent avoir dans la société. Il y a une pression. Finalement, il y a un retour du bico, il y a un retour. Il y a une chose très intéressante dans la question, par exemple, de toutes les campagnes qui sont faites sur le problème du terrorisme, et Dieu sait s'il faut condamner Daesh, s'il faut condamner le terrorisme salafiste. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. Mais je dis souvent aux amis français, il y a une chose très précise. Est-ce que vous avez vu dans les journaux humoristiques hebdomadaires qui paraissent en France avec leurs caricatures qui étaient souvent sur Mahomet, etc., qui ont créé des problèmes? Est-ce qu'une fois le terroriste et le dessin du terrorisme, c'est un noir? Non. Il ne peut être qu'arabe. Il ne peut être qu'arabe. Le racisme arabe. Si c'est un noir qu'on montre que le terroriste, le français ne comprend pas. Ça c'est très révélateur. C'est très révélateur. Donc je crois qu'on n'est pas dans une situation. C'est pour ça qu'il faut au maximum qu'il y ait des échanges, se rencontrer, se parler des deux côtés de la Méditerranée, peut-être plus que autant. C'est une nécessité absolue pour les Algériens, mais pour les Français, pour les Européens, c'est un besoin. Parce que si on ne crée pas des liens, et si on ne crée pas un échange, on va vers une situation très grave qui se généralise. Je le rappelle, redis une nouvelle fois, mais quand il y a 15 jours, on applaudit Göring dans le Parlement allemand, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant quand en Suède, qui est des pays où les extrémismes n'existaient pas, où il y a un parti dit populiste, raciste, etc., il y a une gangrène raciste. Si le racisme avait été affaibli par le mouvement de décolonisation, parce qu'il avait contribué à l'affaiblir, les victoires de la décolonisation avaient affaibli ce sentiment-là. Il reprend une vigueur sous d'autres formes, mais avec les mêmes conséquences, les mêmes risques de conséquences, d'effets et de menaces que ça représente. Donc c'est une situation dangereuse, et pour cela, on a besoin du maximum d'échanges
des deux côtés méditerranéens pour essayer de pallier à ce discours raciste qui ressurgit et dont le terrorisme djihadiste est nourri, mais en même temps est le prétexte. Donc il n'y aura jamais de reconnaissance des crimes de guerre comme il y en a. Alors la reconnaissance des crimes de guerre, objectivement, je n'y pense pas, parce que vous savez, aujourd'hui encore, je peux le voir, disons, personnellement, dans des réunions comme ça françaises. C'est très bien d'avoir dénoncé la torture, parce que la torture, c'est un mal dans la conscience. Torturer physiquement quelqu'un, c'est quand même, il faut le faire. Mais la solidarité, le réseau de soutien avec les Algériens, ça, c'est pas aussi bien. C'est pas la même chose. Il y a une frontière. Avoir dénoncé, c'est ce clivage qui a existé pendant toute la guerre d'Algérie à l'intérieur de ceux qui étaient favorables finalement plutôt à la cause algérienne. Il y a eu un clivage qui a traversé toute la guerre d'Algérie entre ceux qui disaient paix en Algérie, mais paix en Algérie ne signifiait pas indépendance de l'Algérie. C'était finalement arrêtons cette guerre où on envoie des jeunes Français se faire tuer et autres, arrêtons cette guerre et indépendance de l'Algérie. C'était un clivage très profond que le manifeste des 121 a marqué, symbolisé. Enfin, le droit à l'insoumission, c'était en même temps le droit de déserter, c'était le droit d'être solidaire avec les Algériens dans les réseaux de soutien, c'était tous les droits reconnus. Qui est resté extrêmement minoritaire, etc. Donc, aujourd'hui, l'opinion française, il n'y a pas de n'est pas pareil, et les gouvernements non plus. Pourtant, l'actuel président, lors de sa campagne électorale... Oui, alors il y a eu la déclaration de Macron. Alors, oui, elle est intéressante. Il est possible que Macron dise ça parce qu'il n'appartient pas à la génération. Qui a mené la guerre. Et il n'appartient historiquement, puisque c'est un électron libre au départ, enfin il n'est pas libre du tout, mais enfin c'est un électron qui surgit, il n'est fait ni au Parti socialiste, ni au parti, enfin descendant du Parti gaulliste. Parce que ces deux partis portent la responsabilité de la guerre. Et c'est les deux partis qui, historiquement, depuis les années 60, conduisent la politique française alternativement. Et tous les deux portent une responsabilité. Et doivent donc assumer cette responsabilité pour dire il y a Macron n'a pas ce blocage. Donc il peut dire une chose. Mais... lorsqu'il faut dire on va dénoncer des crimes de guerre, c'est pas lui ou un autre, c'est le système qui doit reconnaître, c'est l'institution, c'est toute la corporation de l'État, toutes les structures de l'État. Et ça, c'est une autre. La France n'est pas prête. On a fait des petites places. Il y a une petite place Maurice-Audin. Oui. Il n'y a pas de numéro Maurice-Audin, il n'y a pas de maison. C'est une petite place sans rien. Personne n'habite Maurice-Audin, la place Maurice-Audin. On a fait une place générale de la Bollardière, devant l'école militaire. Mais là aussi, personne n'habite. C'est un endroit. Il n'y a pas de. Personne n'habite. Et lorsqu'elle a été inaugurée, c'est marqué résistant, parce qu'il avait été résistant en 1945. Et je dis à un ami, mais et l'Algérie, il est où là-dedans? Parce que c'est ça quand même Bollardière, c'est sa position pendant la guerre d'Algérie. Il me dit, il n'y a rien dit. Je vais aller demander à Delanoë, parce que Delanoë m'avait promis. Il va vers Delanoë, il revient, il me dit, Delanoë m'a dit, ça a été oublié. J'ai dit, tu te fous de moi ou quoi? Tu te fous de moi? Oublié? Mais non. Je dis, s'ils avaient voulu mettre Bollardière avec ses affaires de l'Algérie, ils ne l'auraient pas mis devant l'école de guerre. Ils l'auraient mis dans le 20e arrondissement ou à Saint-Denis. Mais pas devant l'école de guerre. Ils ne peuvent pas mettre devant l'école de guerre quelqu'un qui a été condamné, mis en forteresse pour avoir refusé la torture. Donc, tout ça est très... Il y a des gestes symboliques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gestes.
Mais fondamentalement, la France n'est pas prête aujourd'hui à reconnaître les crimes de guerre. Elle ne l'est pas. Monsieur Anderson, il y a un sujet en Algérie qui fait polémique, celui du rapatriement des crânes des résistants algériens exposés au musée de l'Homme. Des voix s'élèvent pour dire qu'il vaut mieux les laisser là-bas, justement pour témoigner des atrocités de la France coloniale. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Qu'il faut mieux rester en France. Il vaut mieux que les crânes restent dans ce musée pour justement témoigner des atrocités commises par la France coloniale. Bon, alors, il suffit de 2 crânes pour symboliser. Enfin, laissons 2 crânes et les autres, ils appartiennent à l'Algérie. Enfin, ils appartiennent à l'Algérie. Hein. Ça, c'est des questions de patrimoine, vraiment de patrimoine. Et je crois que... alors là, je fais un petit parallèle avec l'Albanie. Ils ont eu un héros qui a résisté aux Ottomans pendant très longtemps, qui est la dernière résistance aux Ottomans dans les Balkans, qui s'appelait Skanderbeg. Et l'épée de Skanderbeg est dans un musée à Vienne. Les Albanais souhaitent très beaucoup avoir cette épée. C'est un symbole pour eux, finalement, de ce héros. Hein. Ils aimeraient beaucoup l'avoir. Et les Autrichiens ne cèdent pas cette épée. Je crois que le patrimoine appartient déjà au peuple, et je pense qu'il est logique de transférer. Que symboliquement, il y ait quelque chose au sein du musée dirigé aujourd'hui par Stora, qui est quelque chose qui symbolise effectivement ce qui a été commis pendant la colonisation et aussi pendant la guerre de libération. C'est bon que ça y soit, mais il y a ici tout ce qui est revendication du gouvernement, des autorités algériennes, du peuple algérien à disposer de son patrimoine est légitime. Madame, vous avez une question? Oui. De la pièce de juste 2 questions. La première, que pensez-vous de la situation de l'Algérie aujourd'hui? Et la deuxième, les objectifs de la révolution de novembre sont-ils atteints aujourd'hui? Est-ce qu'on peut nous contrarier? Oui. Bien. Écoutez, l'objectif de la Révolution de novembre, c'était l'indépendance nationale. Il est acquis. Et je crois que parce que je l'entends par les Algériens, me disant peut-être est-ce que c'était utile de faire pour ça. Si on dit ça, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être un peuple colonisé. Hein, voilà. Hein, je crois que sortir de la colonisation, c'est quand même quelque chose d'essentiel et d'important. Hein. Ça, c'est au-delà de tout. Hein, et que personne ne peut imaginer et souhaiter revenir au stade de la colonisation. Ensuite, ce qui devient un pays, c'est le problème de révolution nationale, révolution sociale, révolution autre. C'est ce qu'on dit, c'est la complexité des choses. À ce moment-là, les intérêts sont divergents à l'intérieur du pays. Il y a les pressions internationales. C'est quand même une chose, effectivement, qu'il faut saluer, que le FLN a pu mener sa lutte de libération sans jamais être soumis à des pressions internationales, contrairement à d'autres luttes de libération qui, elles, on connaissent aujourd'hui encore les conséquences, et du reste, ça limite leur accès à l'indépendance. Ça, c'était... Mais quand le pays devient indépendant, les choses deviennent extrêmement complexes. Il y a des intérêts divergents dans la population, l'après-révolution française, ça n'a pas été très idéal. La révolution soviétique, ce sont des processus. Je ne vais pas dire par là qu'il ne faut pas faire de révolution. Il faut des révolutions, mais il faut savoir que c'est des processus extrêmement complexes, extrêmement difficiles. Alors, l'Algérie, si on me dit, est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui est celle... non, mais et la France.
Et la France, comment va-t-elle, hein? Bon, elle va très mal. Hein? On fait référence constamment aux accords du Conseil national de la résistance, qui actuellement sont réduits, éliminés petit à petit, qui étaient des acquis extrêmement importants dans la société française. Il y a des flux et reflux, ça c'est des flux et des reflux de l'histoire. Hein? Il n'y a pas de situation exemplaire. Pour l'Algérie, il y a l'acquis fondamental, essentiel, c'est son indépendance. À partir de là, on est dans la complexité des luttes de classe, des luttes sociales, de toutes les luttes. Et effectivement, là, je ne connais pas aujourd'hui de pays idéal où elle a été réalisée. Hein, je ne connais pas. L'Algérie, pas plus qu'un autre, elle a ses problèmes. La France a les siens, ô combien. La Suisse a les siens, la Suède a les siens. Donc, je crois. Mais à chacun chez soi, de mener la lutte qu'on pense juste pour que les choses changent dans son pays, si on veut qu'elles changent. Merci. Oui, monsieur. Monsieur. Vous voulez intervenir, oui, pardon. Oui, c'est juste je reviens justement vous avez arrêté tout à l'heure sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Ma question est toute simple. Il y a eu une tentative déjà l'association du 8 45 d'introduire un procès pour les crimes du 17 octobre. Sa plainte a été déboutée, donc il n'y a pas eu de procès-fondement. Cette histoire d'amnistie contenue dans les accords d'État qui vont pas. La question est la suivante. Est-ce que l'amnistie contenue dans les accords d'État peut justement annuler carrément le droit international? Non, parce qu'il y a d'abord pour certains actes une imprescriptibilité de fait, si le droit international était reconnu, une imprescriptibilité de fait, et je crois, là, c'est même une autre question, c'est une question plus profonde. Je crois que il y a toujours la question en France, dans le déni de la reconnaissance, etc., de la reconnaissance des faits, du droit de reconnaître, et qui est toujours présenté dans le sens on ne veut pas se confesser. Enfin, il n'y a pas de confesser, non, c'est pas un problème de se confesser, c'est pas un problème de pardon, c'est pas un problème de ça, de reconnaître les faits. C'est un problème pédagogique. C'est que si on accepte ça, c'est que l'État accepte ça, c'est que l'État couvre ça, c'est que l'État a cette responsabilité-là. Et comment est-ce qu'on éduque un peuple avec cette responsabilité assumée par l'État de ses crimes, hein? C'est la pédagogie qui doit être assumée. C'est là, hein, au-delà de tout le droit international, si on reste dans le déni, on ne résout pas le problème. Et le problème peut se renouveler, revenir demain. Hein. C'est exactement ce qu'a dit Henri Allègre, Jean-Paul Sartre quand il a parlé du livre d'Henri Allègre. Si on est dans cette voie, n'importe qui, n'importe quand, demain, peut faire la même chose. C'est aussi le rôle de l'État, c'est aussi le rôle du pouvoir d'éduquer les choses qui sont dans la morale ou dans le droit, etc. Si on couvre et si on fait le déni, on ne résout pas le problème. Et c'est justement parce que la France refuse de faire ce chemin d'accepter ce qui a été sa politique, profondément, et pas la politique. En Algérie, on peut dénoncer l'armée, mais quand les pleins pouvoirs ont été donnés pendant la bataille d'Alger, l'armée pour établir l'ordre, c'est l'armée a exécuté l'ordre reçu. Désormais, ça exécute. S'il n'y avait pas eu l'autorité du pouvoir, du gouvernement français qui donnait les pleins pouvoirs à l'armée de faire des rôles de police, eh bien, les choses se seraient passées différemment. Il y a une responsabilité jusqu'en haut de l'échelle du pouvoir. Et si ce pouvoir n'accepte pas sa totale et pleine responsabilité, eh bien, il ne peut pas y avoir ce travail pédagogique qui est fait comprendre
de peuple les choses et jusqu'à la reconnaissance des crimes de guerre. C'est impossible. Et ça, c'est là où, je crois, il y a le nœud du problème dans cette question-là. Et malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement, dans sa composition, les autorités dans leur composition, comme hier, et l'opinion française, malheureusement, en tenant compte du contexte aujourd'hui des lois terroristes, etc., est prise dans un autre engrenage qui s'éloigne de la possibilité d'une approche pédagogique de ce problème-là, de la responsabilité de l'État et de l'État qui engage ses citoyens et qui conduit. La guerre menée par les Français envoyés en Algérie, par tous les rappelés et appelés qui ont fait cette guerre, il faut le dire, a traumatisé une génération française. Elle l'a traumatisée. On voit aujourd'hui, j'en connais, des jeunes Français qui ont fait cette guerre, qui l'ont faite. C'est pas déserté, pas opposé, qui ont fait cette guerre parce qu'ils étaient dans l'engrenage, etc. Qui n'endorment pas encore la nuit, aujourd'hui. Ou qui se sont murés dans le silence pendant des décennies et qui maintenant, de temps en temps, parlent. Et en même temps, il y a tous les crimes commis contre le peuple algérien, mais il y a aussi le fait d'avoir entraîné une génération entière traumatisée par le fait d'avoir dû mener une guerre coloniale. Parce que c'est pas une guerre pour défendre son pays, c'est une guerre où on va occuper l'autre et on réprime l'autre qui veut la liberté. Ce n'est pas si simple à accepter, même si certains sont revenus très fiers des bougnoules qui s'étaient payés. Hein, il faut être clair. Hein. Mais beaucoup sont rentrés marqués pour toute leur vie. Monsieur Anderson, vous avez dit tout à l'heure qu'actuellement il n'y a pas assez de militants internationalistes pour défendre les causes justes. Est-ce que vous pensez que l'édition militante est en voie de disparition ? L'édition militante n'est pas en voie de disparition, mais l'édition militante ne remplira plus jamais le rôle qu'elle a rempli pendant la guerre d'Algérie. Parce que, à l'époque, effectivement, la télévision n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, d'une part. Ça ne veut pas dire que la télévision est un bon moyen militant de faire passer des informations, parce que c'est une telle machine. Mais aujourd'hui, on a tous les moyens que l'on sait, par Internet, par les réseaux, etc. Et si il y avait la situation de la guerre d'Algérie était aujourd'hui, le papier aurait été certainement moins important et l'information aurait beaucoup plus passé par d'autres canaux. Donc je pense que le rôle du papier ne serait plus, l'édition papier serait plus le même. Ça ne veut pas dire qu'il y a la disparition de l'édition militante, parce que ça, elle est tout le temps une nécessité. Il y a des tas de choses qui ne peuvent pas se dire par les grands canaux, et donc l'édition militante est importante à ça. Mais ça permet de souligner une chose, quand même, c'est... je lis toujours les livres publiés par la guerre d'Algérie, tous les livres qui ont dénoncé pendant toute la guerre d'Algérie, et il y en a eu un grand nombre, les exactions commises et la réalité de cette guerre, ce sont pour moi, j'appelle ça des archives citoyennes, parce que ça a été un processus citoyen de publication contre le gouvernement, contre les autorités, etc. Et ces archives, ce sont des milliers de pages, dans lesquelles, encore une fois, en général, les réalités d'une guerre se découvrent après la guerre ou à la fin de la guerre. Hein. Là, pendant le cours de la guerre, dès les années 54, 55, 56, 57, les choses ont été publiées. Et tout a été publié. Le 17 octobre, vous en parliez, le livre de Einaudi a été extrêmement important parce qu'il a fait ressortir le problème. Il a fait, pour nous, notre génération qui n'est pas connue, il a fait découvrir ce qu'avait été le 17 octobre et ces massacres-là, etc. Mais tout ce qui est dans le livre de Einaudi était dans Vérité et Liberté, publié 15 jours après, 10 jours après les événements du 17 octobre. C'est-à-dire sur le moment même, on prend l'affaire Audin. Qui a tué Audin, le tortionnaire, les noms sont dans le livre d'Anne Naquet. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail
de dénonciation menée avec, comme peut-être dans aucune autre guerre. C'est vrai, il faut le dire. Et ça, c'est un travail formidable de l'édition militariste. C'est-à-dire que vraiment tous ces livres et tous ces journaux et toutes ces revues de l'époque sont des archives citoyennes. Parce qu'elles étaient, ça s'est fait dans le cours même des événements. Alors, maintenant, ça ne jouera plus le même nom. On a Internet, on a les réseaux. Ça passera plus par la même voie. Ce sera une autre voie. Mais peut-être, le fait que c'était sous forme d'édition de livres, ça a permis, peut-être, Internet est moins sûr là-dessus, qu'il n'y ait pas de fausses nouvelles. Là, vraiment, on est sur du dur et du sûr. Les informations révélées étaient justes. Et ça, c'était une garantie qui était assurée par les uns et par les autres, y compris par le travail du côté de la Fédération de France. Merci, M. Anderson, pour clore cette conférence fort passionnante, comme d'ailleurs vous, oui. Je voudrais revenir au parcours que vous avez emprunté et les choix que vous avez faits, si c'était à refaire. Pas de question. La question ne se pose Bien plus. sûr. Merci. Nous avons un petit souvenir pour vous de la part de notre quotidien Al Moudjahed, s'il te plaît. Il vous sera remis par notre PDG, M. Chauffi. Elle est pour tous les frères algériens et les sœurs algériennes que j'ai connus et pour tous les camarades français solidaires.